Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue à votre magazine Ça fait l'actualité. Le 6 avril 1994, la mort des présidents du Burundi et du Rwanda dans un accident d'avion déclenche plusieurs semaines de massacres de Tutsis. Le génocide rwandais a fait plus de 800 000 morts. 30 ans après, commémoration du génocide des Tutsis au Rwanda, comment se porte le Rwanda aujourd'hui? Que pensent les rescapés? Quelle est la cohabitation aujourd'hui entre les rescapés et les génocidaires? 30 ans après, quelles sont les traces visibles de cette tragédie? Et ça fait l'actualité. Notre invité est en studio, un témoignage poignant également, tout à l'heure avec notre invité. Pour l'heure, je vous propose un élément de reportage de Madame Dosso Afoussiata. Un arbre en plein cœur d'une salle, symbole du peuple rwandais après le génocide. Ses racines, bien fixées, lui permettront de vivre, de résister et de rebondir dans cette forêt. Le Rwanda. Nous sommes à la mythique salle du BK Arena. Ce site, abritant ce 7 avril le Kubuka 30, cérémonie de commémoration des 30 ans du génocide contre les Tutsis. Les populations venues de plusieurs pays du monde ne veulent pas se faire raconter l'événement. Pour moi, c'est une journée très importante, c'est les 30 ans, ça nous fait permettre de mieux comprendre tout ce qui s'est passé. Il ne faut plus reproduire ce passé. Puisque c'est ma première fois de venir à Kigali, je vois la ville de Kigali, je vois le Rwanda. J'étais vraiment surpris comparé à d'autres pays qui avaient leur indépendance depuis déjà des années et comparé au Rwanda qui a presque touché le fond premièrement et qui aujourd'hui est à un stade vraiment développé. De nombreuses personnalités ne manquent pas aussi à l'appel. Témoignage d'un soutien et d'une contribution durant cette période de recueillement. Il faut en effet se souvenir pour ne pas oublier. Visitons en un mot le chemin. Il est balisé en premier lieu par une réconciliation des cœurs, des esprits, des consciences. Cette refonte des âmes s'est élaborée à travers une combinaison réussie des ressources de la justice et des sources de la sagesse africaine. Et je me tiens aujourd'hui devant vous avec humilité. Je suis belge, je connais les responsabilités et c'est dans cet esprit que le gouvernement belge, en 2000, a demandé le pardon. Le peuple pardonne, mais n'oublie pas. On a perdu beaucoup de gens. Et maintenant, 30 ans après, vous voyez, je veux dire, les Rwandais ont reconstruit leur nation, surtout, pas seulement... Tout d'un coup, j'ai eu un flash de 94. Mais on a parcouru un long chemin en fait qui nous ouvre en fait je veux dire qui nous donne beaucoup d'espoir pour l'avenir, pour nos enfants. 30 ans plus tard, ce sont des Rwandais matures, déterminés à écrire l'histoire de leur pays. Celui des 1000 collines avec 1000 valeurs dont celle d'amour, de paix et de résilience, mais aussi une vision marquée par le progrès, le développement, l'émergence, l'éducation et la transmission de l'histoire. Reportage de Mme Dosso depuis le Rwanda. Monsieur Pacifique Kaisura, j'ai bien prononcé. Kaisura, oui. D'accord, merci d'être avec nous. Vous êtes présidente et membre actif du comité exécutif de la communauté rwandaise en Côte d'Ivoire. Ouais. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Alors, je vais vous demander de réagir à l'élément que l'on vient de voir. 30 ans après, toujours autant d'émotions? Oui, toujours dans l'émotion, surtout qu'il s'agissait d'une célébration qui est un peu spéciale. 3 décennies, on regarde en arrière, on voit ce qui s'est passé, là où on était
et là où on est aujourd'hui. Le pays s'est reconstruit. On voit les signes de l'unité, de l'amour et de la paix. Donc c'était un événement particulier, un événement spécial. D'accord. Alors, ce qu'on doit vous préciser, c'est que lorsqu'il dit « on », c'est qu'il est partie prenante. Parce que vous êtes, par la grâce de Dieu, un rescapé de cette tragédie d'il y a 30 ans. 30 ans, oui. Donc, vous faites beaucoup plus jeune que votre âge, parce que 30 ans en arrière, pour être rescapé, et vous aviez... Enfin, j'avais 13 ans. Vous aviez 13 ans. Ouais. Donc, ça veut dire que les souvenirs sont très présents. Très présents, oui. Et donc, on va essayer de comprendre un peu ce qui s'est passé, mais on va vraiment mettre l'accent sur ce que vous avez vécu, parce qu'on a vraiment voulu cette émission comme une émission de témoignage et tout, et puis comprendre un peu, aujourd'hui, le Rwanda, 30 ans après, qu'est-ce que le Rwanda est devenu? Alors, Monsieur Pacifique, dites-nous tout. La communauté rwandaise en Côte d'Ivoire, par exemple, combien de membres? Aujourd'hui, on compte plus de 200 membres, mais on a environ plus de 150 membres qui sont plus actifs, qui sont basés à Abidjan et hors d'Abidjan. D'accord. Ah oui. 200 membres, vous n'êtes pas très nombreux, hein? Oui. Quelle est la population du Rwanda? Actuellement, environ 14 millions. 14 millions. Ouais. Okay. D'accord, et à l'époque des faits? À l'époque des faits... En 1994 à peu près. Vers la fin de 1993, on comptait environ presque 8 millions. Presque 8 millions. Et aujourd'hui, dans les 14 millions? Oui. C'est ça? Ouais. D'accord. Alors, le génocide, qu'est-ce que c'est avant de venir sur le génocide rwandais? Oui. Brièvement, un génocide, c'est une extermination d'un peuple ou d'une partie de la population basée sur l'appartenance, que ce soit ethnique ou religieuse ou d'autres appartenances. Mais le génocide vise à exterminer cette partie de la population ou ce peuple. Pour nous, le génocide des Tutsis au Rwanda avait pour objectif d'exterminer une partie de la population. Ouais. Clairement, c'est-à-dire exterminer une partie. Exterminer une partie de la population ou un peuple. Ou un peuple. Oui. Et les chiffres parlent entre 800 000 personnes et jusqu'à 1 million? Oui, on compte jusqu'à 1 million. On compte jusqu'à 1 million de victimes du génocide des Tutsis. On a tué environ 1 million. D'accord. Ou plus d'1 million. D'accord. Alors, on a souvent entendu dire que Tutsi, Hutu, mais il y a une troisième ethnie qui sont les Toa, dont on ne parle pas souvent. Pourquoi? Oui, on n'en parle pas souvent. Peut-être parce qu'ils constituaient la minorité. Donc, avant, il faut savoir que cette question de l'ethnie est venue beaucoup plus pendant la période de la colonisation. On n'en parlait pas avant. Donc, c'était beaucoup plus comme des classes sociales ou des clans. Mais cette question a été instrumentalisée surtout pendant la période coloniale. C'est là où on a su vraiment qui est Tutsi, qui est Hutu, à l'aide parfois des matériaux pour mesurer le nez, pour mesurer la taille et autres. Donc, et ils ont insisté sur les Tutsis et les Hutus, mais il y avait aussi les Toa, ils disaient que c'était des pygmées qui vivaient de la cueillette, qui vivaient de la chasse. Mais c'est cette création qui a commencé à cette époque. Alors, qui sont les Tutsis, qui sont les Hutus? Et puis, quelle est la différence au point, à un moment donné, de pouvoir les opposer, au point que malheureusement il y ait ce massacre qui a eu lieu? Oui, comme je le disais, la question de l'ethnisme a été instrumentalisée pendant la période coloniale. C'est beaucoup plus à cause de la politique coloniale et de l'idéologie qu'on a commencé à insister sur les différences entre les deux. Et pendant cette période, ils ont montré que les Tutsis étaient supérieurs aux Hutus. C'est ce que l'histoire nous dit. Ils ont dit que les Tutsis étaient supérieurs aux Hutus. Et après, pendant la période des indépendances en Afrique, ils ont changé maintenant. Ils ont dit
que les Hutus avaient été marginalisés, ils avaient été comme s'ils avaient été colonisés, et ça a changé. Et c'est là où les premiers massacres ont commencé des Tutsis pendant cette époque. Alors, quand on parle des Tutsis et des Hutus, vous parlez de différences physiques. Ça veut dire quoi? C'est ce qui avait été... C'est ce qui avait été... Mais est-ce que, par exemple, moi, qui ne connais pas, est-ce que je pourrais faire la différence entre un Tutsi et un Hutu par rapport, par exemple, à la finesse du nez ou par rapport... Oui, sur la base de ces critères qu'ils ont fait, mais tu peux te tromper. Oui. Puisqu'il y a eu des membres d'une seule famille qui... parfois, on a dit, celui-ci, il est Hutu, celui-ci, il est Tutsi, donc ça peut, on peut se tromper. D'accord. Oui. Donc, ce qu'on a voulu faire croire, c'est qu'il y en avait qui étaient plus intelligents que d'autres. Plus supérieur, je ne sais pas sur quelle base. D'accord. Ouais. Mais là, c'est ce qu'on nous dit pendant l'époque coloniale. Pendant l'époque coloniale. Oui. D'accord. Alors, ce génocide, c'était en 1994, mais déjà, il y a une période importante dont vous pourriez nous parler juste un peu, ce sont les accords d'Arusha. Oui, les accords d'Arusha ont eu lieu... En Tanzanie. Oui, donc là, on avance très vite. Après la colonisation, je vous ai parlé des massacres qui ont eu lieu en 1959, qui ont fait que beaucoup de Tutsis ont fui le pays. Ils sont allés s'installer dans d'autres pays, les pays voisins et ailleurs. Et ils ont toujours demandé de retourner au pays, de retourner chez eux. Oui. Oui. Et en 1990, ils se sont organisés pour entrer au pays. Parce que je pense que toutes les autres voies n'avaient pas réussi. Oui. Donc, ils ont choisi la voie de la force, ils sont entrés. Et c'est au début de la guerre qu'il y a eu maintenant des pourparlers, des négociations. Et c'est là où les négociations d'Arusha ont commencé. C'était entre la rébellion qui venait de commencer, c'est le Front patriotique rwandais qui avait déjà commencé. Donc, c'était les pourparlers ou les accords d'Arusha, c'était entre le Front patriotique rwandais et le gouvernement qui était en place à l'époque. Ouais, donc, c'est ça les accords d'Arusha, si je n'aurais pas votre question. D'accord. Ouais. Tout à fait, oui, vous répondez à ma question. Ouais. Alors, malheureusement, les choses ont pris une tournure dramatique. Ouais. Lorsque il y a eu l'accident d'avion en 1994 et que les deux présidents ont perdu la vie. À partir de là, ça a été le déclenchement donc, de ce génocide. Oui, on dit que cela a été l'élément déclencheur, mais il faut noter que les préparations avaient déjà eu lieu. Donc un génocide se planifie. Donc ça avait déjà été bien planifié, bien avant. Le matériel à utiliser, dont les machettes et autres, avait déjà été acheté et distribué. Alors, quand vous parlez de machettes, qu'est-ce que vous voulez nous dire? Des machettes Non, je veux dire, vous voulez dire quoi? Que ce qui a été utilisé pour ce massacre, c'était des machettes? C'était des machettes. Donc, c'était l'un des armes qu'ils ont utilisées pendant le génocide pour tuer les gens. Donc, on avait déjà acheté. C'est-à-dire, les personnes, les bourreaux, avaient été armés de machettes. Oui, il y a eu des distributions. Il y a eu des distributions aussi, des machettes qui étaient bien neuves. Oui, donc c'était bien planifié. Dans toutes les parties du pays. Dans toutes les parties du pays. Et donc, quand cela a eu lieu, le lendemain, les massacres ont commencé partout. Alors, on en arrive à cette partie fondamentale qui est votre témoignage. Parce que je le rappelle, vous, par la grâce de Dieu, vous êtes rescapé. Oui. Vous avez vécu ce drame. Oui. Et donc, vous aviez 13 ans? Oui, j'avais 13 ans, oui. On était en 1994. Et qu'est-ce qui s'est passé? Un matin, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, comme je viens de le dire, le lendemain, tout a commencé. Nous, on était dans la région est du pays. C'est là où nous vivions. Et moi, je me suis levé le matin. J'ai vu que tout le monde était déjà en mode panique. Tout le monde était déjà en mode panique à la maison. Donc, je me lève, je sors, je demande ce qui se passe. Je vois d'abord ma petite sœur qui est venue me chercher dans la chambre où j'étais. Et j'entre au salon et puis je monte dans la chambre de maman. Je vois que tout le monde est en mode panique. Ils sont en train de faire des valises. Donc, je demande où on va. C'est à ce moment-là, on me dit le président est décédé.
Bon, je ne comprends rien, pourquoi le président est mort, puis on va partir. Et après, ma mère me dit, tu prends les enfants, vous partez, vous allez à l'église. La paroisse n'était pas loin de chez nous. Vous allez à l'église et puis nous allons venir après. Donc, il y avait ma mère, il y avait ma tante, il y avait ma grand-mère, il y avait les enfants de ma tante, elle avait 6 enfants à la maison. Et il y avait ma petite sœur, donc on était nombreux à la maison. Donc, moi, je devais partir avec tous ces enfants. On est parti, mais à quelques mètres de chez nous, il y avait déjà une barrière qu'on avait déjà érigée, donc on ne pouvait pas passer. Donc, on est revenu à la maison et les parents ont décidé qu'on aille à l'hôpital. On aille se cacher à l'hôpital. C'est à l'hôpital qu'on est resté. Je ne peux pas aller dans tous les détails. Non, c'est clair. Vous êtes Oui, resté à bien sûr. l'hôpital. On est resté à l'hôpital. Dans une église, vous me disiez? Oui, on est allé à l'hôpital. Du coup, on ne pouvait plus aller à l'église. On est allé à l'hôpital. On est resté à l'hôpital. Parfois, on sortait de l'hôpital, on allait se cacher ailleurs, on rentrait, on changeait de salle. Parfois, on se cachait dans les salles de maternité, parfois. Donc, on changeait de temps en temps. Et après, à un certain moment, on se cachait, là, je vais très rapidement, on se cachait dans une salle qui n'était pas occupée. On avait mis tous les lits ensemble et puis on dormait en dessous. Mais les enfants avaient très faim. Ma tante, la petite sœur de maman, avait un bébé de 8 mois et avait un autre enfant de presque 2 ans. Donc, il y avait beaucoup d'enfants. Et ils avaient faim, des enfants qui ne mangeaient pas, donc ils avaient faim. Ils ont commencé à pleurer et les parents se disaient, s'ils entendent des enfants qui pleurent, ils vont nous trouver, ils vont venir nous tuer. On a vu quelqu'un qui est venu, qui est passé par la fenêtre et qui nous a vus. Et ma maman a eu peur, il l'a appelé, il lui a donné un billet de 1000 francs. Il lui a dit, tu nous achètes quelque chose à manger, tu gardes la monnaie, mais tu ne dis à personne qu'on est là. Mais quand la personne est partie, elle m'a appelé et elle a dit, je suis sûr que cette personne va nous dénoncer. Donc, elle m'a obligé de sortir. Elle m'a dit, je suis sûr qu'on va nous tuer. Donc, toi, fais tout pour sortir. Et ne reviens pas ici. Je lui ai dit, je vais où? Je ne savais pas. Elle me dit, vous avez 13 ans? J'avais 13 ans. Donc, elle dit, tu sors et tu ne reviens pas ici. Trouve un moyen dehors, mais ne reviens pas dans cette salle. Donc, après, j'ai obéi et je suis sorti, mais je ne savais pas où j'allais. Je suis allé, je suis resté dehors. Et il faut préciser qu'elle passait beaucoup de temps à prier depuis qu'on a quitté la maison. Et même avant, elle passait beaucoup de temps à prier. Mais elle connaissait bien l'hôpital. C'était quelqu'un qui faisait beaucoup d'actes caritatifs. Donc, elle était toujours là, aider les malades et autres. Donc, elle maîtrisait cet hôpital. Elle m'a dit, tu descends, tu sors d'ici, tu vas ailleurs, mais tu ne reviens pas ici. Donc, je suis parti. Quand je suis arrivé derrière, je marchais, je ne savais pas où aller. Je faisais que tourner à l'hôpital. Après, j'ai vu une main d'une personne qui m'a fait un signe pour venir. Je suis allé, je suis entré dans la salle. Il y avait beaucoup de gens, de personnes qui se cachaient. Ils me disent, pourquoi tu marches dehors, on va te tuer, il faut rester, il faut venir rester avec nous. Et là aussi, après, je vais très rapidement. Oui, on d'aller encore plus vite. Même. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Là aussi, on nous a trouvés. Là, ils ont cassé la porte. Et on nous a amenés non loin de l'hôpital. Et là, on était, je pense, 16. On nous a demandé de nous asseoir. Et moi, j'avais peur. J'ai même voulu courir, mais je n'ai pas pu. On nous a demandé de nous asseoir. Et après, le chef a dit, s'il y a quelqu'un qui a de l'argent, que la personne se lève. Donc, il n'avait même pas fini de parler. Je me suis levé. Alors que et vous n'aviez rien? Je n'avais rien, c'était parce que j'avais peur. Et après, donc, il a donné l'ordre de commencer. Et ils ont tué tout le monde. Donc, vous étiez là, vous êtes levé, ils ont tué tout le monde devant vous? Oui, j'étais au milieu d'eux. Donc, ils ont tué tout le monde. J'étais debout. Avec des machettes? Avec des machettes, des gourdins, tout ce que vous pouvez imaginer comme armes traditionnelles. Donc, ils ont tué tout le monde. Les enfants, il y avait des enfants de moins de 5 ans. Ils ont tué tout le monde. Et après, ils sont revenus sur moi. C'est là où j'ai commencé à parler. Pendant, je ne sais même pas combien de temps, j'ai inventé une histoire, combien je ressemble à ma maman. Mon père était Hutu, personne ne connaissait pas mon père. Donc, j'ai
inventé toute une histoire jusqu'à ce Rester en vie. Oui, oui. Jusqu'à ce que l'un des tueurs, lui, il a dit que j'étais en train de mentir, qu'il va me garder chez lui, qu'ils vont chercher tous les renseignements. Et après, si il se rend compte que j'ai menti, c'est lui-même qui va me tuer. Oui. Et pendant ce temps, votre mère, votre famille, c'était toujours en vie? Après, donc je vais très rapidement, quand je suis, finalement, j'avais donné le nom de quelqu'un, juste quelqu'un que je connaissais, et il est venu me chercher, il ne savait même pas que c'était moi. Donc, il m'a pris avec lui et il m'a gardé, c'était un Hutu, il m'a gardé. C'est à partir de là, de chez lui, que j'ai appris maintenant, puisque tout le monde en parlait. Donc, quand j'étais sorti, et là, je suis allé très rapidement, je n'ai pas dit que quand j'étais à l'hôpital, j'ai vu qu'ils avaient ouvert la porte de la salle, ils avaient emporté tout le monde, donc ma famille. Et après, j'ai appris que lorsqu'ils sont arrivés à l'endroit où on tuait tout le monde, c'était un endroit qui avait été aménagé pour la construction de l'hôpital, l'extension de l'hôpital avec une compagnie chinoise. Oui, donc c'est là où on m'a dit que maman a prêché à tout le monde, aux tueurs. Elle a prêché, elle leur a dit qu'elle savait très bien qu'ils ne savaient pas ce qu'ils étaient en train de faire et qu'elle pardonne à tout le monde. Et puis, ils les ont tous... Oui, ils ont tué tout le monde. Et oui, elle y compris. Oui. D'accord. Alors là, on va faire un grand saut en laissant cette période extrêmement douloureuse. Et on est donc 30 ans après. Ouais. 30 ans après, le traumatisme, comment vous le gérez? D'avoir assisté comme ça à l'extermination, c'est le mot? Oui, ce n'était pas facile. Je suis sorti, j'étais le seul survivant de ma famille. Donc, j'avais mal. Après, je me suis dit, juste à la fin du génocide, on se disait que le mal est parti, est passé. Alors que c'est la période qui vient d'après qui terrasse. C'est vraiment ce qui détruit. J'ai commencé à avoir de la souffrance, de la douleur, de l'amertume, des moments très difficiles. Juste après, c'était pas facile. Mais avec le temps, j'ai changé. J'avais grandi dans une famille qui est pieuse, qui prie. Juste après le génocide, je ne voulais pas prier. Je ne voulais pas prier. Je me disais, j'en veux à Dieu, j'en veux à l'humanité en général, j'en veux à tout le monde. Mais après, c'est revenu petit à petit. Surtout en pensant toujours à... Mais est-ce que 30 ans après, vous avez pardonné? Ouais. Vous avez pardonné? Ah oui. Et ça a été un long processus. Mais le pardon est venu du fait, d'abord, de ce pardon que ma mère a accordé à ces tueurs. C'est elle Je me qui suis vous a dit, donné cette pourquoi force pour moi? pour pouvoir... Oui, ça m'a donné la force. Et puis, étant d'abord d'une famille pieuse et ayant rencontré aussi des pères spirituels, donc ça m'a beaucoup aidé aussi de ce côté spirituel, oui. Maintenant, si on doit généraliser, 30 ans après, comment se porte le Rwanda d'un point de vue réconciliation, d'un point de vue intégration, d'un point de vue différence ethnique? Est-ce que ça existe encore? Oui, comme vous venez de le voir, il y a eu beaucoup de progrès. Il y a eu beaucoup de progrès. Il y a eu de la tolérance. Il y a eu des initiatives, des mécanismes de réconciliation qui ont aidé et les rescapés et le reste de la population. Dans tous les secteurs, il y a eu beaucoup d'améliorations. Les gens vivent ensemble maintenant. Côté pardon, il y a eu des améliorations. Puisque l'unité et la réconciliation et le pardon vont ensemble. C'est vrai que le pardon vient du cœur. Le pardon vient du cœur, le pardon est individuel. Mais nous voyons vraiment qu'avec tous les mécanismes de sensibilisation qui ont eu lieu, il y a eu des changements. Il y a des grandes avancées. Aujourd'hui, on ne parle plus d'outils. On n'en parle pas. On a choisi d'adopter l'approche de considérer tout le monde comme des Rwandais. Tout le monde se considère comme Rwandais d'abord. Avant, vous pouvez, au sein de votre famille, vous pouvez parler de tout ce que vous voulez, mais avant, on devait marquer Tutsi, Hutu dans toutes les cartes d'identité. Avant. Moi-même, j'ai appris que j'étais Tutsi parce qu'on m'a demandé de me lever en classe. J'avais 7 ans, je ne savais même pas. Mais là, ça n'existe plus. D'accord. Ouais. Et quels sont les stigmates aujourd'hui de cette tragédie? Est-ce qu'il y a des sites particuliers? Oui, comme vous l'avez vu, il y a d'abord des sites mémoriaux. Des sites mémoriaux qui existent et qui sont visités par tout le monde et qui relatent l'histoire, comment tout s'est passé.
Et ils ont été construits par devoir de mémoire, que le monde sache ce qui s'est passé au Rwanda. Parce que parfois, il y a des idéologies de négationnisme et de déni, on va dire cela n'a jamais eu lieu. Mais lorsqu'on arrive dans ces sites, on voit réellement ce qui s'est passé. Il y a cela, il y a des cicatrices, on les voit partout. Il y a des personnes qui ont des cicatrices physiques qui se voient. Il y a des cicatrices intérieures. Il y a des personnes qui sont toujours malades. Mais après toutes ces années, donc, il y a tout cela. Alors cette commémoration, ces 30 ans de commémoration, il y a une sonorité particulière pour ces 30 ans? La commémoration d'abord étant comme un événement qui contribue au devoir de mémoire est toujours très importante. Mais pour les 30 ans, c'est un moment de regarder en arrière. Il y a eu des commémorations, 1 an, 2 ans, 3 ans, mais 30 ans, c'est beaucoup. Et puis c'est un moment particulier de regarder en arrière, de voir le pas qu'on a fait et aussi d'en profiter pour dire au monde, voilà ce qu'on a vécu. Et faites attention que cela n'arrive jamais nulle ailleurs. Qu'on puisse prôner la paix partout où on est, la solidarité, l'amour, et pour que tout le monde sache que l'être humain parfois peut aller à l'extrémité. Il faut éviter tout ce qui est discours de haine, il faut éviter tout ce qui contribue à la destruction. Savoir que nous appartenons tous à une même famille, savoir que tout le monde doit respecter la dignité et la vie humaine, savoir que nous sommes des êtres de relation, que lorsqu'on vit ensemble, on peut aller plus loin. Je vous remercie infiniment d'être venu sur notre plateau. Donc nous recevions M. Pacifique Kayihura, passe présidente et membre actif du comité exécutif de la communauté rwandaise en Côte d'Ivoire. Nous parlons donc de 30 ans, qu'est-ce que devient le Rwanda après ces 30 ans. Madame, monsieur, infiniment merci de nous avoir suivis. Bonsoir.